Donc vous êtes Head of DS Line Citroën et Oui, vous allez nous expliquer comment en fait cette voiture mythique avec la nouvelle ligne est un des axes majeurs de Citroën de premiumisation du groupe. Et j'ai compris qu'il fallait mettre le turbo, ça tombe bien. Alors, petite remarque, la voiture qu'on voyait dans la publicité Google Chrome, c'était une Citroën électrique. Voilà. Tout se recoupe. Je vais commencer par un petit film. On revient en 2009 avec le film qui a présenté la nouvelle stratégie de la marque Citroën, qui s'appelle Citroën se réinvente. Nowadays, we're being told to reduce greenhouse gases, reduce CO2 emissions, reduce particulates, reduce consumption, reduce danger, reduce stress, reduce noise, reduce fatigue, reduce timescales, reduce costs, reduce. But there is one thing we will never reduce: our creativity. Alors en 2009, avec ce film, on présente effectivement la nouvelle stratégie de Citroën, un nouveau claim qui s'appelle Creative Technology, qui est tout à fait en phase avec l'ADN et l'historique de la marque. Et au cœur de cette stratégie, il y a une volonté très claire qui est celle de monter en gamme, avec un fer de lance qui est la ligne DS. Alors la ligne DS, c'est une ligne de produits premium, qui nous sert clairement, qui est le fer de lance de cette montée en gamme. Je commence par quelques chiffres, après il n'y en aura plus. Aujourd'hui, on est en 2012, on a lancé la première DS, la DS3 en 2010. On a déjà vendu 280 000 voitures, c'est 15% de notre business mondial. C'est une part de marché mondiale qui est supérieure à celle de la marque Alfa Romeo. Et pour vous donner un ordre d'idée, en France, avec les 3 DS, la 3, la 4 et la 5, on vend plus de voitures que la marque BMW ou la marque Mercedes. Alors, pourquoi avons-nous voulu monter en gamme? On a fait plusieurs constats. Le premier constat, vous le voyez ici, c'est qu'on est passé dans l'automobile de marchés pyramidaux, en fait, à ce qu'on appelle la papillote, avec un low cost qui se développe, du premium qui se développe et qui contraignent de plus en plus les marques généralistes. Le deuxième constat, c'est ce que des consultants du Boston Consulting Group ont appelé trading up, c'est cette capacité des clients à faire des arbitrages très très forts et parfois, indépendamment de leurs revenus, à payer plus cher pour un produit qui leur plaît, qu'ils ont vraiment envie d'avoir. Le troisième constat, c'est que les concurrents allemands premium, vous les connaissez, descendent dans les segments, les fameux segments ABC sur lesquels nous étions traditionnellement très forts. Quatrième constat, on voit de plus en plus de clients qui, quand ils réduisent la taille de leur voiture, pour différentes raisons, parce que les enfants partent, parce qu'ils sont dans une grande ville, ne veulent surtout pas avoir moins de prestations, ils veulent toujours avoir des équipements, du confort, des tas de choses. Ces constats nous ont amenés clairement à vouloir monter en gamme, aussi parce que ça génère des marges et que ça nous permet d'entretenir l'innovation qui est un des cœurs de l'industrie automobile. On a clairement voulu lancer une ligne de produits premium, une ligne de parti pris. Des partis pris très très forts en termes de style, extérieur, intérieur, avec un vrai sens du détail, beaucoup de raffinement, un vrai travail sur les matériaux, les intérieurs des voitures, et des voitures qui procurent, et c'est important, un vrai plaisir de conduire. Ce choix, on l'a fait, et on a pris pour cela un positionnement très émotionnel, j'ai envie de dire très français, très différent en fait de celui des stars du segment, du premium qui sont les Allemands, qui sont plus sur de la technologie dure, mais on le fait nous avec beaucoup d'émotionnel en respectant les standards du segment. Par exemple la DS5 hybride diesel qui est une innovation technologique très forte. Et on a fait ça, c'était notre choix dès le début, avec un pricing adapté. On est une marque généraliste, on veut monter en gamme, et donc nos prix sont plus élevés que ceux des marques généralistes, mais évidemment moins chers que ceux des marques premium. Le premier pari, voilà, et on s'inspire beaucoup, mais ça je vous en parlerai un peu sur la Chine tout à l'heure, du savoir-faire et du luxe parisien. Le premier pari, ça a été un pari industriel qui a été de lancer 3 voitures en 2 ans avec une communication à très très fort impact. Et au début, il y a eu une décision qui n'a pas été facile à prendre au sein de l'entreprise, qui a été d'appeler ces voitures DS.
Alors DS, ça renvoie à une des voitures mythiques de l'industrie automobile. Ça renvoie à un passé très glorieux de la marque Citroën, puisque au début des années 70, la voiture du patron, c'était ou une Mercedes, ou une DS, ou une Jaguar. C'est un pouvoir d'évocation très très fort. Ça nous a donné une notoriété extraordinaire avant de lancer la première voiture, la DS3. Le nom donc. Et en même temps, on a souhaité créer un logo spécifique DS que nos designers ont voulu comme un bijou. Début 2003, donc, on a lancé la première voiture, la DS3, et ça nous a paru une bonne opportunité parce que lancer une petite voiture premium, ça voulait dire aussi lancer une voiture à des niveaux de prix qui étaient tout à fait acceptables pour une Citroën. On était sur une DS3, on est entre 15 et 20 000 euros et à des prix psychologiques qui sont acceptables pour la marque. Communication d'impact, on a beaucoup privilégié alors là vous avez des exemples de publicité, beaucoup privilégié donc des films publicitaires. Le premier DS3 c'était Anti-Rétro, qui était une façon d'aller provoquer la star du segment, la Mini. La DS4, un concept très innovant, le pouvoir de dire non, on est toujours dans le parti pris. Et la DS5, changer d'époque, toujours une logique de parti pris très très fort. Des communications, beaucoup évidemment de digital pour créer de l'engagement avec les clients. On a, je le mets ici, mais une des toutes premières publicités qui ont été créées spécifiquement pour l'iPhone et l'iPad, c'est paru dans les échos. YouTube, on a fait un reveal de la DS5 depuis Shanghai qui était live sur Facebook. Beaucoup de choses comme ça. Je vais être très honnête, je parle beaucoup de digital. Le plus beaucoup marketing avec la DS5, c'est quand le nouveau président de la République a accepté de prendre la DS5 qu'on lui avait préparée spécialement. Ça nous a généré des retombées médias qu'on a estimées à peu près à 10 millions d'euros de publicité sur le monde. Parallèlement au produit, on a souhaité, au sein de la marque Citroën, créer une identité visuelle et une expérience client très très forte pour la ligne DS. Vous l'avez ici, il y a le logo DS, derrière il y a la trame DS, et ça on le déploie fortement partout. Alors, hors Chine, on commercialise les DS dans le réseau Citroën. C'est un choix pragmatique, on a une puissance de frappe, il ne faut surtout pas s'en passer, surtout en ce moment où les marchés européens sont très très difficiles. Et on veut créer un vrai univers avec des services spécifiques pour les clients. On a des concepts retail. Le premier concept retail, il est tout simple, c'est que dans les showrooms Citroën, les DS, elles sont sur un sol noir avec des luminaires spécifiques pour les mettre en valeur. Les mettre en valeur, c'est aussi mettre en valeur les clients qui sont intéressés par ces voitures-là. On a aussi un concept niveau 2, qui est celui du salon DS. Alors ça, on le déploie en fonction des potentiels marchés, où là, on va beaucoup plus loin dans l'expérience de marque, avec quelque chose de très très différent. Vous le voyez, les codes couleurs sont différents. Et puis, on a des attentions spécifiques pour les clients DS. On a créé une malle DS pour que nos vendeurs puissent, un peu à la manière d'un joaillier, présenter les cuirs intérieurs, les décorations, les couleurs extérieures. On a des catalogues DS qui sont totalement différents des catalogues des autres Citroën. Ce sont des beaux carrés noirs. On a un configurateur spécifique. Quand on livre une DS à un client, elle est sous une housse noire avec un très très beau logo DS. Et puis on a commencé à le déployer en France et dans quelques pays européens, mais on veut le déployer partout. On a créé le club DS Privilège pour étendre cette expérience client. Tout acheteur de DS a droit pendant 1 an gratuitement à un service de conciergerie et à des événements particuliers réservés, des très très beaux événements, justement pour prolonger cette expérience et surtout créer aussi une fierté de rouler en DS. Parallèlement, dès le début, on a une communication commerciale qui est complètement différente de celle qu'on a pour les autres produits. Elle est extrêmement rigoureuse. On s'interdit de parler de prix, on ne parle que de loyer et on met l'accent toujours sur le produit. On ne parle pas d'avantage client. Croyez-moi, en ce moment, quand les marchés ne sont pas très, très bien orientés, c'est un combat de tous les jours avec les directions commerciales. Mais on arrive à le faire. Très clairement, on a déployé et on déploie une expérience DS au sein de la marque Citroën. Et puis, publicité chinoise, il y a un pari extraordinaire, un pari fou, mais après tout, c'est un peu une des spécialités de Citroën. C'est le pari du marché chinois. La Chine, c'est le premier marché automobile mondial.
À l'horizon 2020, c'est un marché de 28 à 30 millions de voitures par an. C'est déjà le premier marché premium au monde. Et pour Citroën, c'est déjà notre deuxième marché. Alors, on avait déjà une joint venture, puisque en Chine, on n'a pas le droit, c'est un secteur stratégique, on est obligé d'avoir un partenaire local. On a signé l'an dernier une deuxième joint venture avec un autre constructeur chinois, le constructeur Changan, pour commercialiser et produire des DS en Chine. On est en train de construire une usine, et le pari qu'on fait en Chine, c'est de pousser au maximum la marque DS. On s'appuie bien sûr sur l'historique Citroën, sur la DS 1955 que certains d'entre vous ont dû connaître. C'est notre légitimité, c'est ce qui nous permet aussi de dire qu'on est légitime dans le premium. Mais on pousse DS à fond, et c'est ce qu'attendent les clients chinois. Très clairement, on a aujourd'hui en dépôt un réseau. On a ouvert le premier garage au mois de juin de cette année. Voilà, on est dans un univers DS, on lance, très clairement, la marque DS. Premier garage ouvert en juin, je pense que le 31 décembre, on en aura une trentaine. Il faut qu'on monte à 200 à l'horizon 2015. L'usine, elle est en construction. À partir du mois de juillet l'an prochain, elle va commencer à produire les premières DS5 pour le marché chinois. On a un plan produit spécifique pour la Chine. On lance donc la marque avec beaucoup de digital, avec Weibo, qui est le Twitter chinois, parce qu'en Chine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et on a une volonté qui est, à chaque ouverture de point de vente, de créer un succès local. Parce qu'en Chine, s'il y a quelque chose qui marche de façon très importante, c'est le bouche à oreille. Et ces succès locaux feront tache d'huile et nous permettront d'avoir du succès. L'ambition, c'est qu'à l'horizon 2020, 50% des DS vendus dans le monde soient vendus en Chine. Donc c'est une grosse ambition. Le futur de DS, quel est-il? Alors, c'est très clair, c'est un vrai succès. On a 60% des clients qui n'avaient jamais de leur vie eu des Citroën, 20% des clients qui viennent des marques premium. Il faut qu'on continue. Et continuer, ça va passer évidemment par les produits, parce qu'en matière automobile, le produit est quelque chose qui est primordial et qui est au cœur de beaucoup de choses. Ça, c'est la DS3 Cabrio. Elle est disponible dans les showrooms à partir du mois de janvier. Comme ça, vous pouvez les commander et prendre livraison quand il fera beau. Ce qui est très important, c'est qu'on continue à former nos équipes pour que l'expérience client, entre tout ce qu'on fait sur le digital, le jour où le client va dans le point de vente, il n'y ait pas de rupture. Et ça, il faut être très clair, c'est une des vraies difficultés de notre business. Sur le digital, en publicité, il y a des tas de choses qu'on peut faire très bien. On peut faire rêver, on peut avoir les très beaux films sur YouTube, et puis il y a le moment où vous allez dans le point de vente, et si vous tombez sur un commercial ou quelqu'un qui n'est pas très bien luné et qui ne vous explique pas toute cette démarche, pouf, tous les millions ou les centaines de millions qu'on a investis tombent à l'eau. Donc ça, c'est un gros axe de travail pour que cette expérience, elle soit vraiment très cohérente. Continuer les actions envers la communauté DS pour créer de l'engagement de nos clients et une vraie fierté de rouler en DS, et continuer à cibler. Alors maintenant, on a un petit peu de recul puisqu'on a lancé les premières voitures en 2010. On sait qui sont nos clients, on sait ce qu'ils apprécient, on commence à savoir comment ils vivent. Donc on va pousser encore plus le ciblage de nos actions marketing. Ce qui a beaucoup d'intérêt, c'est qu'on voit que les marchés se polarisent, donc avec dans certains endroits d'Europe des vrais phénomènes de paupérisation. Donc cibler, ça va nous aider à toucher les bons clients. En même temps, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace en investissement média et donc réduire, quelque part un peu nos budgets. Pour terminer, et j'espère avoir tenu le timing, je vais citer un de nos concurrents, je ne vous dirai pas lequel, il l'a dit en allemand. Il a dit « Nous cherchons à répondre à 100% des attentes d'une partie du marché, pas à répondre à une partie des attentes de 100% du marché. » C'est très clairement la philosophie que nous suivons avec la ligne DS et on va s'y tenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait rêver, effectivement. Écoutez, je vous en prie, asseyez-vous. Si je peux faire un continuum, parce que c'est important dans ce que vous avez dit, entre tout
tout ce qui s'est échangé ce matin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées, l'idée de segmentation aussi qu'on a vu chez Google, l'idée de premiumisation, l'idée aussi de personnalisation, parce qu'on ne l'a pas vu là, mais enfin c'est vrai que les nouvelles DS ont des toits qu'on peut personnaliser. Le pitch, c'était que je n'avais que 15 minutes, et donc j'ai dû faire des choix. Effectivement, il y a une des choses dont je n'ai pas parlé, c'est qu'une des caractéristiques des DS, c'est la possibilité de personnaliser et l'extérieur et l'intérieur des voitures. Alors c'est variable selon les segments, parce que la DS5, qui est plutôt une voiture de cadre supérieur, en général, ils n'aiment pas trop avoir des choses qui soient trop visibles de l'extérieur. C'est vrai que c'est une des choses très très importantes, et c'est une des choses qui fonctionne vraiment très très bien. Donc en fait, on pourrait en résumé dire que cette initiative correspond déjà aux nouveaux standards, que en tout cas une partie des standards évoqués par Google, c'est-à-dire dans la démarche, retrouver finalement l'ADN d'une marque pour porter un nouveau projet qui corresponde au nouveau public. Tout à fait. Et ce que je n'ai pas dit, parce que là je ne parlais que de la ligne DS, c'est que pour les autres produits de la gamme Citroën, on va avoir la même stratégie. On est en train de travailler dessus. Les premiers produits vont sortir bientôt. Ça ne sera pas du luxe français accessible, entre guillemets. Ça sera très créatif aussi, mais aussi avec beaucoup de personnalisation, mais en répondant à des besoins automobiles qui sont un petit peu différents. Alors là aussi, il y a eu des choix stratégiques forts de fait, parce que vous avez choisi plus la premiumisation et l'internationalisation que le low cost. Voilà, c'est pareil, je ne vais pas faire de comparaison avec des concurrents, mais on voit peut-être un petit peu de qui je veux parler. Il y a des choix stratégiques forts faits au niveau de la direction générale de l'entreprise, et après au niveau du marketing, on essaye de traduire ça de la meilleure manière possible finalement. Oui, c'est l'idée. Je ne peux pas commenter évidemment les stratégies des concurrents, elles sont tout à fait valables. Nous, notre choix, c'est de se dire que en montant en gamme, ça nous permet aussi de trouver de la valeur et en même temps, et ça c'est un des vrais sujets d'aujourd'hui, d'avoir une vraie politique industrielle à moyen et à long terme. Parce que se battre sur le prix, c'est tout à fait louable. Il y a des business qui fonctionnent très très bien, mais ça veut dire qu'il faut être en permanence en train de chercher les plateformes industrielles les moins chères. Et donc, c'est un schéma sur lequel on n'a pas voulu rentrer. L'idée, c'est bien que la ligne DS, c'est le fer de lance. Elle tire la marque vers le haut et elle a vocation à améliorer l'image de la marque pour, in fine, créer plus de valeur. Très bien, je me tourne vers la salle. Une question peut-être avant que nous abordions. Là aussi, je vais jouer mon rôle directif. Désolée. Mais je vous ai laissé terminer votre phrase, c'est quand même... Juste une petite question sur la marque DS. Je suis là, je suis devant vous, Jean-Paul Barret. Vous avez donc montré ce que vous allez être en train de faire en Chine. Est-ce que c'est un peu une approche précurseur de ce que vous allez faire ensuite ailleurs, dans la mesure où, à un moment donné, faire du luxe dans une marque qui, certes, a potentiellement commencé dedans, mais qui s'est un peu perdu comme d'autres marques françaises. Est-ce que le modèle finalement allemand de type VAG, avec plusieurs marques, dont certaines qui sont clairement orientées du luxe, n'est pas le modèle universel désormais? Alors, quand je dis luxe, il faut bien comprendre que c'est un peu un nouveau luxe. Les Anglais ont un très bon terme. Quand ils parlent de nouveau luxe, c'est je me fais plaisir en m'achetant quelque chose qui n'est pas nécessairement très très cher. Donc c'est cette idée de nouveau luxe. On ne veut pas faire une marque de luxe comme peut l'être Aston Martin. Je dirais que toutes les options sont ouvertes par rapport à ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des contraintes financières qui sont assez lourdes. On sait qu'on a des réseaux qui sont de véritables forces de frappe et sur lesquels on veut vraiment s'appuyer pour commercialiser nos DS. Jusqu'à maintenant, le succès de DS, c'est grâce au réseau Citroën. À l'horizon 10 ans, on n'imagine pas d'avoir un réseau différent, de faire une vraie marque. Ce que nous avons aujourd'hui fonctionne plutôt bien et on en est très satisfait. La Chine, il faut bien comprendre, en fait, on a tourné en avantage une contrainte. La contrainte, c'était qu'on était obligé de créer de toute façon un deuxième réseau. On a déjà en Chine une joint venture qui fait des Citroën avec un réseau Citroën. Et avec la deuxième JV, on avait deux solutions. Soit on faisait un autre réseau Citroën, mais on n'a que les couleurs Citroën, c'est le rouge, c'est le blanc. On aurait eu un deuxième réseau avec exactement les mêmes couleurs. Ça posait quelques difficultés. Donc on a fait le choix de séparer, mais c'est vraiment pour le moment une spécificité chinoise et on n'a pas intention de développer ça hors de Chine.
Je voulais juste, moi, insister sur un point, ce que vous avez évoqué sur ce phénomène de l'importance de garder la cohérence de l'expérience client. C'est aussi un phénomène qu'on retrouve beaucoup dans la distribution, puisque finalement, aujourd'hui, les marques s'expriment aussi, bien sûr, par leur site mobile, mais la difficulté, c'est de garder, c'est d'avoir la même expérience, le même design, le même niveau de service sur le web et en magasin. Oui, puis il faut aussi avoir des comportements. Donc en fait, je vous ai parlé de comment on crée l'engagement des clients. Un des vrais enjeux, c'est comment créer aussi l'engagement de notre réseau, c'est-à-dire de tous les opérateurs physiques qui sont dans les garages, qui sont des concessionnaires, hein, c'est des indépendants qui ont un contrat avec nous, pour qu'il y ait un vrai continuum et qu'il n'y ait pas de rupture. Alors c'est une vraie difficulté parce qu'aujourd'hui, on a un client sur deux qui, quand il va dans un showroom pour acheter une voiture, a déjà été sur Internet et a souvent configuré sa voiture. Donc le niveau d'attente, les gens sont très renseignés, ils ont un niveau d'attente et ensuite ils se trouvent confrontés au dur, quoi, à une personne qui peut-être n'a pas le bon comportement, le bon discours. Et c'est pour ça que je parlais effectivement de cette nécessité de former, d'expliquer et aussi d'associer nos réseaux finalement au développement produit, aux lignes, à la stratégie un peu de l'entreprise pour qu'ils sachent bien la répercuter et le partager avec les clients. Et là aussi, on voit l'importance du phénomène d'acculturation, de formation et de transversalité finalement, hein, de système qu'il faut concevoir d'une manière complète. Pas de regrets dans la salle. Si vous n'avez pas d'autres questions, je regarde. Ni sur Twitter. Écoutez... Il y a quelqu'un là-bas, puis il y a mon collègue de Google qui avait pas mal de choses à dire. Voilà. Nous allons créer une session spéciale. Bonjour, je suis Raphaël Jourdan, consultante au sein du groupe Segos. Vous venez de parler effectivement de cohérence en termes d'expérience client et de posture commerciale donc, au sein des concessions. Ce que je voulais savoir, c'est concrètement quel type de mesures vous avez prises justement pour assurer cette cohérence. Indépendamment de tous les concepts retail dont on a parlé, on a commencé, alors jusqu'à maintenant en fait on faisait des formations produits ou des formations comportementales. Ce que les clients nous disent aujourd'hui, c'est que finalement cette histoire de DS, ça plaît, les gens apprécient, ils trouvent l'idée sympa, et ils aimeraient bien, quand ils rentrent dans un showroom, que les vendeurs soient capables d'expliquer tout cela, d'expliquer quelle est la démarche de l'entreprise. Quand je dis qu'on s'inspire du savoir-faire du luxe français, il y a des clients qui ont une vraie attente, qui aimeraient qu'on leur explique, mais vraiment dans le détail, comment le cuir a été choisi et ces choses-là. Donc on est en train de déployer des formations comportementales et des formations très poussées en termes de produits pour que nos commerciaux soient capables d'expliquer tout ça. C'est compliqué parce qu'il faut les former à un langage de styliste, au langage des gens qui travaillent sur les couleurs, sur les matières. Je vais être très honnête, hein, on commence à le faire parce que finalement, en 2 ans, c'est le rétex, on est en train de l'analyser maintenant. Vous faites ça en interne ou... Les formations ? Oui, enfin, je veux dire, vous avez élaboré ces formations en interne ou vous faites appel... En interne et on travaille parfois avec des consultants extérieurs. Bien. Merci. Écoutez, une autre question ? Non ? Eh bien, nous allons passer à un autre... la transition est toute trouvée puisque, en fait, nous allons parler des réseaux sociaux. Merci encore.